Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Merci à vous d'être là, merci aux organisations de m'avoir invité. Comme Ornella l'a dit, je suis chercheur dans une ONG, un centre de recherche basé en Belgique, spécialisé sur les rapports Nord-Sud. Et avant d'être chercheur, j'étais responsable du projet de droits humains et l'agriculture en Haïti pour une ONG belge, en 2008. J'avais été en 2009, j'étais rentré d'Haïti fin décembre 2009, j'y suis retourné fin février 2010, donc après le séisme. Et j'ai été choqué évidemment de la situation, de la destruction, mais peut-être plus encore de ce que je voyais, de l'aide, comment elle fonctionnait, et de l'écart, de l'asymétrie, du décalage entre la manière dont on parlait de Haïti ici en Europe et la manière dont on parlait là-bas. Et donc, je découvrais cette aide internationale humanitaire à laquelle je n'avais jamais été confronté de manière massive. Et je l'ai découvert avec beaucoup de colère et de révolte. Et donc, pour moi, à partir de là, l'important c'était d'essayer de comprendre cette aide et de rendre justice aux Haïtiens ou Haïtiennes pour donner une autre image de la situation, comment ça s'est passé. Pour comprendre où on en est aujourd'hui et ce qui fait l'échec de cette reconstruction, il faut revenir sur la catastrophe elle-même et la manière dont elle a été comprise, appréhendée, la manière dont on a voulu y répondre. Donc ce que je vais faire ici, c'est de... Si j'arrive à... C'est essayer de revenir sur les... avec toute une série de questions assez simples sur quelle a été l'histoire de cette catastrophe et l'histoire de cette reconstruction. Voilà. Donc je vais commencer par vous montrer toute une série d'images qui sont parmi les images les plus diffusées dans la presse et à la télé en Europe. Parce que pour beaucoup de personnes ici en Europe, c'est la catastrophe qui a permis de découvrir ou de redécouvrir Haïti. Et c'est à travers ces images-là qu'on va comprendre d'une certaine manière Haïti. Et donc voilà quelques images qui sont diffusées dans la presse parmi les premières images, donc le 12, 13, 14 janvier, qui racontent cette catastrophe. Et elles passent régulièrement. Elles passent en boucle, aux 20h, on en parlait. On passe avec tout un discours de malédiction, de chaos, de destruction, etc. Et quand on voit ces images-là, on les voit de manière répétitive, dans les premières heures, dans les premiers jours du film, qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on fait? Alors on fait ça. Ça, ces images-là, elles apportent la solution aux images précédentes. Vous avez ici le contraire des images passées. Donc, les images passées que je présente, elles présentent le chaos, la destruction, des victimes passives et impuissantes qui ne font rien, qui ne peuvent rien faire et qui sont à la merci d'une aide internationale. Et là, dans cette aide internationale, vous avez la solution au problème. Parce que là, vous avez l'ordre, la firme, l'organisation, l'efficacité. Or, cette manière de comprendre cette catastrophe et cette aide est en fait une manière très construite, très partielle et partiale. Et donc c'est là-dessus que je vais revenir avec vous, pour essayer de déconstruire ces images, de montrer ce que ces images ne montrent pas, et ce qui est un peu hors champ. D'abord, on en a parlé dans le film, quelle catastrophe. En fait, ce qui fait qu'un séisme, c'est un aléa naturel. Ce qui fait qu'un séisme va se transformer en fait divers ou en catastrophe, c'est pas l'ampleur du séisme, parce que là, vous avez un tableau qui vous montre des séismes de plus grande ampleur, avec beaucoup moins de victimes. Ce qui fait la différence, on en parle dans le film, c'est le chaos humain, l'aspect démographique, donc la population, la pauvreté, l'absence ou pas d'infrastructures sociales, l'accès aux soins ou aux mécanismes de prévention. Or, ce qui fait que le séisme a été si catastrophique à Haïti, c'est que ces 5 indicateurs sociaux sont au rouge. On est dans une ville qui a explosé de manière démographique sans aucune planification urbaine, où la majorité de la population vit dans les bidonvilles, avec peu ou pas d'accès à l'eau, avec aucun ou peu d'accès aux soins. Donc c'est ces phénomènes-là qui expliquent cette catastrophe. Donc on n'est pas par rapport à une catastrophe naturelle en soi, on est par rapport à une catastrophe sociale. Il y a une catastrophe sociale qui a anticipé la catastrophe naturelle. Et donc pour avancer, une des réponses qui explique pourquoi aujourd'hui c'est un échec de la reconstruction, c'est qu'on n'a pas
on ne s'est pas directement confronté à cette catastrophe sociale. Deuxième question, quelle urgence? Moi, en 2010, lorsqu'il y a le CIL, mon ONG, comme la plupart des ONG, nous n'avons pas fini de mettre en œuvre le programme d'urgence que nous avons mis en place suite aux 3 cyclones qui ont frappé Haïti en 2008. Haïti est en moyenne frappé tous les 3 ans par une catastrophe reconnue naturelle, un désastre naturel. Haïti se trouve sur le passage des cyclones de grande importance. C'est un des pays les plus vulnérables aux cyclones et d'autant plus exposé au réchauffement climatique. Donc ça pose la question, est-ce que les ONG sont appelées à faire tous les 2 ans un programme d'urgence? Est-ce qu'il ne faut pas penser cette urgence, ce temps de l'action de manière différente? Troisième question, quelle efficacité? Qui sauve des vies? Dans les images précédentes que je vous ai montrées, c'est évident, c'est qui sauve les vies, c'est nous, c'est les gentils blancs au niveau international qui avons l'organisation de l'efficacité. Dans les faits, ça c'est un tableau qui représente la catastrophe, l'action. C'est dans les 48 premières heures qu'on sauve le plus de vies. Donc en Haïti comme ailleurs, ce sont les Haïtiens et Haïtiennes qui ont sauvé le plus de vies. Sauf qu'il n'y avait pas de caméra pour les montrer. Et donc ça n'existe pas aux yeux du monde. Alors c'est important de le rappeler non seulement pour rendre justice, mais pour rendre justice aussi à cette image complètement faussée de victimes impuissantes et passives. Les Haïtiens n'ont pas été impuissants. Dès les premières heures, ce sont eux qui ont sauvé les vies. Ce sont eux qui ont cherché dans les débris les personnes. Et heureusement, le film Antonin montre cette organisation-là, parce que aussi rapide que puissent être les secours internationaux, et aussi efficace qu'ils puissent être, ils n'arrivent presque jamais dans le cadre de la première heure. Problème, quelle coordination? Donc le problème, c'est que quand il y a des catastrophes de grande ampleur, ça attire toute une série d'organisations, d'ONG, souvent avec des bonnes intentions, mais qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas l'expertise, qui ne connaissent pas le pays, et qui vont encombrer, on va parler d'engorgement de l'aide. Et donc vous allez voir une arrivée massive de toute une série d'ONG, pensant qu'elles doivent être là, qu'elles doivent être d'autant plus là qu'il y a une question de visibilité. On a parlé de la visibilité. La visibilité rend tout effort de coordination compliqué. Donc vous allez avoir toute une série d'ONG qui vont vouloir être là avec leur logo, avec leur petit drapeau du pays, pour montrer qu'elles aident et qui vont mettre en avant leur aide plutôt que l'efficacité, la pertinence de cette aide. Je vous ai donné là des extraits du rapport de la Cour des comptes de France 2013 qui revient sur l'organisation de l'aide française à Haïti. Mais l'aide internationale s'est manifestée par un manque total de coordination. Non seulement entre elles, mais encore plus évidemment envers les Haïtiens. Principalement par méconnaissance du contexte, par mépris des acteurs haïtiens et par des phénomènes d'usage de l'anglais, par exemple, qui fait que la plupart des Haïtiens n'ont pas pu participer à cette coordination. Deuxième question, là, cette coordination, quand on parle de république des ONG, cette arrivée massive d'ONG. Ce qu'il faut comprendre, on a souvent en Europe l'image romantique de petites ONG qui sont avec beaucoup de bonnes intentions, qui font un vrai travail, loin de toute bureaucratie, loin de toute question d'argent, etc. Et c'est une image largement romantique. Les plus grosses ONG, quand elles interviennent en termes financiers, quand elles interviennent en Haïti ou ailleurs, ont souvent plus de moyens que les ministères de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère du Logement, les pays où ils interviennent. Donc le rapport de force, ce n'est pas des petites ONG par rapport à l'État bureaucratique ou totalitaire. Ce sont autant d'ONG qui fonctionnent comme des États dans l'État, avec un État haïtien qui, lui, fonctionne comme une ONG. C'est-à-dire, là, je vous donne le budget du ministère de la Santé. Il dépend largement de tous ces bailleurs, de toutes ces instances financières qui vont pouvoir le financer. Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va présenter des projets à tous ces acteurs pour essayer de construire son programme. Ce qui est d'autant plus compliqué qu'Haïti, très largement, c'est aussi une des raisons de l'échec, l'État a une tendance, avait déjà tendance, et encore plus tendance, à se débarrasser de toutes les questions de politique sociale, questions d'éducation, de logement, de santé, et à laisser cela aux ONG. Et donc on a un cercle vicieux où les ONG
ONG et l'État fonctionnent entre eux dans une sorte de vase communicant qui n'est pas fonctionnel, qui ne réussit pas à construire une réponse adéquate aux problèmes de Haïti. Ce qu'il faut dire aussi, pour bien comprendre, parce qu'on a souvent cette image, il y a une image très positive des ONG, des ONG et de l'humanitaire en général en Europe. Ce n'est pas parce que l'État haïtien a un manque de légitimité que les ONG internationales sont légitimes. Ça, il faut être très clair. Il n'y a pas de vase communicant. Deux, les Haïtiennes ont un gros problème avec l'État haïtien. Mais les ONG internationales ne sont pas la solution à ce problème. Là aussi, il faut être très clair. Il faut penser la situation d'où on travaille, le lieu à partir duquel on travaille et les limites de ce lieu. Quel argent? On y revenait. Pour l'argent, ça a été le nerf de la guerre, on y revient régulièrement. Donc on annonce 10 milliards de dollars. Donc, le 31 mars 2010 se réunit à New York et pas à Port-au-Prince d'ailleurs, ou pas au Cap Haïtien, une conférence internationale dans laquelle plus de 60 pays sont représentés, avec toute une série d'ONG, d'acteurs internationaux, la Banque mondiale, la Banque interaméricaine de développement, le FMI, le Fonds monétaire international. On annonce 10 milliards de dollars pour l'humanitaire, c'est plus pour la reconstruction. On annonce 10 milliards de dollars. Alors c'est quoi ces 10 milliards de dollars? Parce que les gens ici vont rester avec en tête, il y a 10 milliards de dollars pour Haïti. À l'époque, c'est 10 millions de personnes. Donc on se dit, bon, c'est quand même 1000 dollars par personne, il y a de quoi reconstruire. Ces 10 milliards de dollars, c'est une promesse. C'est une promesse qui mêle, non seulement c'est une promesse qui mêle des dons, des annulations de dettes, des prêts, donc c'est pas exactement la même chose. Et on va devoir distinguer après au fur et à mesure entre cet argent qui est promis, l'argent qui va être effectivement signé, contracté, et quand l'argent va être décaissé. Or, il y a tellement d'acteurs, c'est tellement une fouillis de rapports qu'aujourd'hui encore, on ne sait pas exactement de ces 10 milliards combien étaient véritablement décaissés. D'autre part, on sait, puisqu'on a les chiffres pour moi jusqu'en 2012, grosso modo en 2012, une partie de cet argent n'est pas décaissée. Mais après, je vais vous montrer, non seulement il y a le problème de cette annonce, donc il y a un effet de surenchère. Chaque pays veut prouver sa solidarité, et donc va essayer de se mettre en avant l'argent, le montant le plus élevé. Mais ce montant, ce n'est pas de l'argent, ce n'est pas l'entièreté qui va se traduire pour les Haïtiens sur le terrain. Donc ça, il faut d'abord comprendre. Ensuite, comment cet argent va être utilisé? Deuxième source problématique. Je vous ai donné là quelques exemples qui datent de 2012. Donc 2012, le Fonds humanitaire coordonné par les Nations Unies reçoit 2,4 milliards de dollars. Et on regarde qui capte cet argent. Essentiellement les ONG internationales, les agences onusiennes, les ministères des différents pays. De cet argent, l'État haïtien a reçu 1%, les ONG haïtiennes ont reçu 0,4%. Cette distribution de l'aide, qui est très inégale, qui est captée essentiellement par des acteurs internationaux, elle n'est pas propre à Haïti. C'est un des gros problèmes de l'aide internationale, c'est que le financement fonctionne en vase clos. L'argent va d'abord aux acteurs internationaux. Deuxième exemple, les 1,6 milliard de dollars de secours d'urgence annoncés dans les premiers jours par les États-Unis. La moitié de cet argent, en fait, sert à rembourser le ministère de la Défense pour l'envoi des militaires sur place. 40% sert à financer USAID, donc la coopération nord-américaine, à rembourser le ministère de l'Agriculture pour l'envoi de colis alimentaires, à rembourser le ministère de la Santé pour l'envoi des soins. Donc près de 90% de cette somme-là est restée aux États-Unis. Les contrats, donc ça, les 1490 contrats signés par les États-Unis en juin 2011 pour la reconstruction. De ces 1490 contrats, 23 ont été signés avec des sociétés haïtiennes. Tous les autres avec des sociétés nord-américaines. Les 23 contrats signés avec les sociétés américaines représentent 2,5% du montant total. Les 325 ou 326 millions d'euros annoncés par Sarkozy lorsqu'il arrive, notre ancien président, lorsqu'il arrive
17 février 2010 Haïti. Visite hautement symbolique, la première fois qu'un président français visite Haïti, peu de temps après le séisme. La Cour des comptes fait un décompte. D'où viennent, qu'est-ce qu'il en est en réalité de ces 326 millions d'euros. D'abord, il y a toute une série de sommes qui étaient déjà programmées. Ce n'était pas l'argent nouveau, simplement les alinéas pour faire plus gros. C'est le fait c'est le budget de l'Union européenne et c'est l'AFD, les crédits APD, pardon, de 40 millions et de 65 millions étaient déjà annoncés. L'annulation de dette était déjà programmée. Donc vous avez deux rangs déjà de l'argent. La première, les dons en nature, les crédits urgence, pardon, c'est de l'argent qui sert, encore une fois, à rembourser le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère des Affaires étrangères français. Ce n'est pas l'argent politique. Les dons en nature, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'anciennes voitures de police. La Cour des comptes estime qu'elles sont vieilles de plus de 5 ans, donc elles ont été amorties, elles ne doivent pas rentrer dans la comptabilité. Du coup, de ces 326 millions d'euros qui sont annoncés le 17 février, la Cour des comptes estime qu'il y a véritablement comme argent neuf qui arrive à Haïti, un peu plus de 120, un tiers. Et chaque pays va faire cela. Le problème aussi, c'est que ces grandes catastrophes sont aussi et toujours une manière pour les pays de mettre en scène leur aide, leur générosité et se mettre en avant. Ça, c'est la distribution de l'aide internationale humanitaire en 2018. Pour vous montrer que ce n'est pas propre à Haïti. C'est un gros problème de l'aide internationale. Il y a eu un sommet humanitaire mondial à Istanbul il y a 3 ans, avec pour objectif de faire en sorte que 25% du financement de l'aide internationale humanitaire aille aussi vite que possible auprès des acteurs locaux. On se rend bien compte qu'on est face à un système qui est très concentré, très inégalitaire. Or, on peut émettre, ce qui est mis par toute une série de professionnels et d'experts, l'idée que ceux qui ont le plus d'expertise, qui connaissent le mieux le terrain, qui ont la meilleure expérience pour répondre à une catastrophe, ce sont les personnes sur place. Et le fait que ces personnes-là ne fonctionnent que comme Haïti, comme des sous-traitants, c'est-à-dire que toute l'aide, elle est pilotée, elle est programmée depuis l'extérieur, et on va prendre les acteurs, les ONG haïtiennes, uniquement pour sous-traiter des projets qu'ils n'ont pas créés, qu'ils n'ont pas pensé, pour simplement les mettre à exécution, c'est une manière faussée de répondre à une catastrophe. C'est une manière aussi de doubler, de contourner ces acteurs-là, et de ne pas leur permettre de s'approprier, de décider par eux-mêmes la manière dont ils veulent que ça soit reconstruit, et qu'est-ce qu'ils veulent que ça soit reconstruit. Quel bilan? Là, je vais vous donner quelques indicateurs socio-économiques de 2010 ou avant 2010 ou après. Coefficient de Gini, ça calcule le niveau d'inégalité d'un pays. On met souvent en avant la pauvreté d'Haïti, parce que Haïti est le pays le plus pauvre d'Amérique latine, mais on est beaucoup moins en voir les inégalités. Or, à mon sens, la pauvreté, elle est nourrie par ces inégalités, et toute une série de problèmes à Haïti proviennent de ces inégalités. Et Haïti est un pays des plus inégalitaires au monde. Donc, je vous ai donné aussi la RNDDH vient de sortir un rapport, le bilan de ces 10 ans, avec toute une série de constats dont je vous ai donné là sur la gestion de l'aide qui était catastrophique, la CRH qui était fonctionnement très opaque, etc. On a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est important, et je pense qu'il y a aussi un travail d'éducation à faire, c'est de relayer les bilans que font les Haïtiens et les Haïtiennes eux-mêmes. Ce que je trouve très frustrant et très révoltant, quand on parle du bilan, en fait, ce sont les acteurs internationaux qui parlent d'eux-mêmes et qui, de manière générale, se montrent toujours très autosatisfaits. Et si ça n'a pas foiré, c'est à cause de l'État haïtien, voire à cause des Haïtiens ou Haïtiennes. Or, à mon sens, il faut revenir sur ses responsabilités. Bon, je vais un peu vite, mais pour permettre au débat après. Je veux juste mettre en avant certaines tendances plus problématiques encore. Donc, je vous ai parlé de cette vision entre ONG et État. On se rend compte le programme, dans le cadre de la reconstruction, il y a des choses aberrantes qui ont été financées, comme des hôtels de luxe. Donc, à Port-au-Prince, vous retrouvez les mêmes bidonvilles. Par contre, il y a plus d'hôtels de luxe aujourd'hui qu'avant 2010. Le programme de reconstruction en
en termes financiers, le plus important de la coopération nord-américaine et de la Banque interaméricaine de développement. C'est une usine de sous-traitance textile dans le nord de Haïti, près de Cap-Haïtien. C'est le parc industriel de Caracol, qui est dirigé par une multinationale sud-coréenne qui fait du textile à destination des États-Unis. On se rend compte que la reconstruction a aussi servi à accélérer certains choix stratégiques et certains choix de stratégie économique qui étaient déjà présents, parce que ce parc industriel, il avait déjà été pensé avant 2010. Mais la reconstruction, elle a permis de se faire. Et donc, la reconstruction, l'humanitaire, a servi aussi à couvrir certains choix qui ont été présentés comme des choix pragmatiques, des choix naturels, qui ne sont pas du tout naturels, qui ne sont pas du tout évidents, qui posent problème. Alors, qu'est-ce que la responsabilité? Je pense qu'on a parlé de faillite collective et de fait, on est tous responsables, mais pas au même niveau. L'objectif, c'était de reconstruire au mieux. Cet objectif-là, il a été défini par Ban Ki-moon, qui était alors responsable secrétaire général de l'ONU. Il a été repris par tous les pays. Alors, si on regarde qui pilotait cette reconstruction, qui avait l'argent, qui avait les moyens, qui avait l'accès, c'est seulement les acteurs internationaux. Et c'est eux les principaux responsables de cet échec. Et c'est d'autant plus révoltant qu'aujourd'hui, loin de reconnaître cet échec, ils tendent à repousser cette responsabilité sur l'État haïtien. Alors, bien sûr, l'État haïtien est aussi responsable. Mais, encore une fois, au vu de la prétention des moyens et du pilotage de cette reconstruction, ce sont les acteurs internationaux, c'est le système même de l'aide internationale qui est responsable. Alors, quelles leçons? Malheureusement, la Cour des comptes française et d'autres, après le tsunami en 2004, il y a eu toute une série d'évaluations qui ont été faites d'aide internationale d'urgence, où on a dit non, on a foiré, il faut corriger cela. 6 ans après, les mêmes problèmes, à savoir l'usage de l'anglais, le manque de coordination, le fait qu'on contourne systématiquement les acteurs locaux, qu'on ne connaisse pas le contexte, qu'on se substitue à l'État, se sont retrouvés, ces mêmes dysfonctionnements se sont retrouvés à Haïti. Alors, on est face à des invariants, c'est-à-dire des réflexes qui se reproduisent après chaque catastrophe. Pourquoi? Parce que changer ce système-là, c'est aussi changer non seulement les modes de fonctionnement, mais les rapports de pouvoir. Et ça, c'est difficile. C'est-à-dire que de donner plus de pouvoir aux acteurs locaux, c'est enlever du pouvoir aux acteurs internationaux. Quelque concrètement, là, tout ça bloque. Il y a aussi toute une série de problèmes. Donc, ces pouvoirs-là, je vous ai donné une citation de Bardet, qui est un expert sur l'aide humanitaire, qui me semble montrer, pointer du doigt les difficultés. C'est que sous prétexte humanitaire, sous prétexte d'ONG, on ne voit pas qu'on est aussi doté d'un pouvoir très fort dans des situations de crise ou de fragilité, et qu'on tend à reproduire des inégalités. Et les cas emblématiques à Haïti, c'était la question du choléra, la question du viol, qui n'ont pas été réparés. Il a fallu attendre des années pour que l'ONU reconnaisse sa responsabilité. Et on est encore dans des combats de procédure de justice. Mais au-delà, dans un fonctionnement plus banalisé de l'aide humanitaire, souvent, encore une fois, les ONG arrivent avec beaucoup plus de pouvoir économique, symbolique, politique que les acteurs locaux. Et ça crée aussi une asymétrie qui est très problématique et qui en général non seulement n'est pas pensée par les acteurs internationaux, mais elle est aussi occultée, elle est cachée au nom de l'urgence, au nom d'une aide naturelle. Alors, quelles alternatives? Je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on aura un exposé après qui présente des pistes, mais en tout cas, ça fait décoloniser le regard. C'est-à-dire ne pas penser, ne pas regarder le peuple haïtien comme des victimes impuissantes et passives, qui sont sans expertise et sans expérience, qui n'ont pas de projet d'avenir, qui n'ont pas une action. Ils doivent être au cœur de toute pensée, de toute action, pour reconstruire ce que une série d'ONG haïtiennes ont aussi remis un rapport, un bilan de 2012, dont ITK, la Commission de justice et paix, Tête Collée, Sachs,
et le OHDH, c'est-à-dire de repenser une solidarité internationale. Et pour penser une action, il faut la penser à partir d'une égalité. De faire en sorte que notre action, on est déjà dans les rapports dans une société très inégalitaire, que notre action ne reproduise pas, n'accentue pas ces inégalités. Et pour cela, il faut penser à partir et avec des acteurs locaux. Ce qui fait véritablement l'efficacité de projets, tous les projets que nous menons, c'est moins nous que eux, ou plus exactement la manière dont on arrive à s'allier avec eux, avec les Haïtiennes et Haïtiens. Et donc ça, c'est repenser tout. Parce que la critique radicale que je fais n'est pas une invitation à nous arrêter, à pleurer sur rien n'est possible. Au contraire, c'est de repenser notre action à partir d'une politique d'égalité, à partir d'une solidarité. Enfin, je terminerai là-dessus, parce qu'il faut penser aussi toute la multitude de nos projets, de ces petites gouttes d'eau, faire en sorte que nous se pensions. Et pour cela, ça pose des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre, mais qu'il faut faire attention que nous n'aggravons pas le problème. Vous faites des projets d'école, c'est très bien. Vous faites des projets d'environnement, de reforestation, c'est très bien. Vous avez des projets d'agriculture, c'est très bien. Mais s'il n'y a pas de politique publique d'environnement, s'il n'y a pas de politique publique agricole, politique publique alimentaire, s'il n'y a pas de politique d'environnement, de santé, si vous n'avez pas un accès des services publics, ça ne va pas marcher. Vous n'êtes pas inscrit dans la durée. Or, ces politiques-là, cet espace, cet accès à des services publics dont dépend très largement la population, qu'elle n'a pas, c'est les acteurs locaux, c'est eux qui peuvent donner accès. Donc notre rôle, c'est de faire en sorte qu'on ne privatise pas un peu plus cet accès, qu'on renforce les acteurs haïtiens, les haïtiennes et haïtiens qui sont aujourd'hui en train d'essayer de construire cet espace public, cet accès au droit, au logement, à l'éducation, à la santé, à l'environnement. Et aujourd'hui, depuis plus d'un an et demi, depuis 2018, il y a une mobilisation sociale très forte. Il ne faut pas penser cette mobilisation en dehors de nos projets, de notre travail ici. L'efficacité, la durée de nos projets, elle dépend du succès de ces manifestations. Parce que si ces manifestations n'arrivent pas à rompre le cycle infernal de corruption et d'impunité, nous sommes condamnés à échouer. Je vous remercie.